Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Paix et Guerre, c'est la 16e fois que nous nous retrouvons. Nous sommes le 1er mai 2024 et donc je vous souhaite à tous une très heureuse fête du travail, où sans doute beaucoup d'entre vous ne travaillent pas. Eh bien moi, il se trouve que je vais travailler puisque je vais vous expliquer un certain nombre de choses aujourd'hui. J'ai eu envie, alors au-delà du brin de muguet, de vous faire un petit pot pourri du chaos ambiant et des gouffres d'incompréhension et de défiance qui se creusent vraiment entre les grands acteurs de la scène internationale. Je vais beaucoup vous parler d'Ukraine, de Russie et d'Europe et je terminerai par un tout petit éclairage sur le Moyen-Orient. Alors, je commencerai par un point qui est tout sauf connexe. C'est la visite du président chinois Xi Jinping en Serbie, en Hongrie et en France entre le 5 et le 10 mai prochain, donc la semaine prochaine. C'est un signal fort pour la Serbie parce que le président chinois sera là pour célébrer, pour commémorer le 25e anniversaire du bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade qui a eu lieu au printemps 1999, je ne me souviens plus de la date exacte. Et voilà, c'est un message pour Washington assez clair, disant qu'on n'a rien oublié de tous les crimes qui ont été commis par les États-Unis ou sous leur houlette. Et la Chine considère que les États-Unis sont le fauteur principal de guerre sur cette planète. Ils n'ont pas oublié non plus les violations multiples du droit international. Mais évidemment, en 1999, la Chine n'était pas la grande puissance que l'on connaît aujourd'hui et elle ne pouvait pas faire grand-chose, à vrai dire. D'ailleurs, pas plus que la Russie, qui a aussi laissé faire cette intervention contre la Serbie, qui a donné lieu à la création, au détachement autoritaire à notre volonté, à notre main, du Kosovo, qui était une province de la Serbie, donc en totale illégalité, si vous voulez. D'abord, il n'y a pas eu de mandat de l'ONU, ce qui était quand même théoriquement la règle et ce qui devrait l'être toujours. L'OTAN s'est auto-saisie, n'est-ce pas, du sujet. Et puis enfin, bien sûr, on a pris le Kosovo, on l'a arraché à la Serbie, on a décrété que c'était un État indépendant. Bref, donc Xi Jinping vient en Serbie et donc adresse ce message à Washington, tout autant que bien sûr un signe d'amitié à la Serbie. Parce que les années 80, la fin des années 90, c'était le début de la dérive hubristique, de l'hubris américain complet, l'hyperpuissance, ce que Hubert Védrine a appelé l'hyperpuissance post-guerre froide, qui s'est prise à croire à la fin de l'histoire, essentiellement à la fin de l'histoire des autres, parce que la nôtre ne faisait que triompher. Et dans les Balkans, qui ont été mon sujet de prédilection lorsque je travaillais dans les services de l'État, tout s'est vu déjà, tout s'amorçait du déploiement des ambitions, du grignotage de l'ex-espace soviétique d'influence et de contrôle. Et voilà, et on a commencé, après on a assisté à de plus en plus d'expressions décomplexées, si j'ose dire, de l'exceptionnalisme américain, cette nation indispensable, cette nation exceptionnelle, cette nation pas comme les autres, ce qui lui donne des devoirs, dit-elle, mais essentiellement des droits qu'elle s'arroge. Donc, l'empire du bien qui va faire le mal pendant assez longtemps tout de même, mais pour le bien des autres, malgré eux, évidemment, mais enfin pour leur bien. Donc, cette prétention folle, en fait, aujourd'hui paraît complètement ridicule. Il n'y a vraiment plus que les Américains pour y croire. Mais à cette époque-là, c'était très fort, très puissant et très inspirant d'ailleurs. Et c'était aussi le grand coup de grâce porté à l'Europe et à sa vassalisation.
Mais aujourd'hui, tout est différent. La Chine le dit, la Chine le montre, elle le fait encore patiemment, courtoisement, mais avec beaucoup de détermination, je trouve, dans les déclarations des responsables chinois. Et de temps en temps, avec une petite pointe d'irritation qui transpire sur le thème, écoutez, on vous l'a déjà dit, on vous le redit. Bon, vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Voilà. Il y a un moment où, bon, notamment, alors il y a le ministre des Affaires étrangères qui est extrêmement, qui peut même être cinglant. Et puis il y a le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui n'est pas mauvais non plus, qui a une poker face complète, imperturbable, impassible, et qui a dit récemment que le reste du monde était fatigué des agressions, des pressions, des intimidations, des sanctions, de l'indécrottable présomption de l'Occident. C'est pas sa citation, ça c'est moi qui le décris comme ça, mais il l'a dit avec d'autres mots assez froids. Et le sous-texte, c'est le suivant, c'est que la Chine choisit librement ses partenaires, ses alliés, ici comme partout, en Europe comme partout dans le monde. Et ici, c'est la Serbie, sur laquelle il y a de fortes pressions occidentales et notamment américaines pour que la Serbie coupe ses liens aussi avec à la fois la Chine et la Russie. Mais c'est évidemment, le sous-texte aussi, c'est qu'il y a non seulement la Serbie comme alliée de la Chine, mais il y a évidemment la Russie. Et Pékin n'a plus de leçons, ni d'ordre, encore moins, à recevoir de personne, et certainement pas des États-Unis, qui sont, à ses yeux, vraiment, comme je l'ai dit, les fauteurs de troubles numéro 1 sur cette planète, et qui déstabilisent sans arrêt les zones du monde pour essayer de maintenir leur préséance en pratiquant des doubles standards de plus en plus flagrants. Bon, le plus gros double standard actuel, évidemment, c'est Israël. C'est la manière dont les États-Unis se comportent vis-à-vis d'Israël et sur la scène internationale. Et puis la rigueur implacable avec laquelle ils se comportent envers d'autres pays comme la Russie. La Serbie est un partenaire important, il faut le savoir, pour les projets chinois en Europe centrale et orientale, dans leur lien, bien sûr, avec le projet des routes de la soie, en connexion avec ce grand projet. Et Pékin entend défendre extrêmement jalousement ses droits de commercer avec qui elle veut, au niveau où elle veut, avec l'intensité qu'elle souhaite. Voilà, donc c'est vraiment une... Il y a des petits tirs à fleurs et mouchetés, mais il y a surtout un gros warning à Washington. Arrêtez de nous faire la leçon. Commencez par travailler vous-même à la paix en Europe comme au Moyen-Orient et bien sûr en Asie. Arrêtez de livrer des armes à Taïwan. Arrêtez de faire tout et son contraire finalement et d'espérer qu'en plus on écoute vos demandes et vos requêtes parce qu'il y a des requêtes, parce que les États-Unis ont des requêtes envers la Chine. On a l'impression que vraiment ils ne comprennent pas tout à fait la situation dans laquelle ils sont et la situation dans laquelle sont les autres désormais. Ils n'ont pas compris que le monde avait changé en fait, ou ils ne s'y résolvent pas. Et ça s'est vu récemment, de manière un peu tragicomique, par le voyage d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, à Pékin. D'abord, il a été reçu de manière extrêmement... On lui a rapidement montré comment on le considérait. Pas de tapis rouge, reçu par un numéro 12 ou numéro 24 ou 52 du parti. Enfin, je veux dire, voilà, pour un secrétaire d'État américain, il aurait dû éventuellement être reçu par son homologue ou au moins par quelqu'un directement lié ou au président ou au ministre des Affaires étrangères. Ça n'a pas été le cas. Et au lieu de comprendre, je sais pas, d'ouvrir un peu les yeux, il a aggravé son cas en faisant une conférence de presse à la fin de sa visite, ahurissante, où il a, sur le sol même de la Chine, menacé la Chine de sanctions, en lui disant, écoutez, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on va s'en occuper nous-mêmes. Voilà. Donc, que souhaite l'Amérique ? L'Amérique a découvert que la mondialisation, ça n'avait pas que du bon,
quand ça se faisait à ses dépens, qu'aujourd'hui la Chine est en surproduction, overproduction, comme disent les Américains, de tout un tas de biens, ça va des voitures électriques aux panneaux solaires, en passant par tout un tas de composants, et que donc, eh bien, ça n'est pas bon pour le business américain, tout ça. Surtout que l'Amérique, voilà, produit peu finalement, à part des armes, bon, des services. Voilà. Donc, Blinken a expliqué aux Chinois qu'ils devaient arrêter de produire, ou en tout cas baisser leur cadence, parce que ça ne faisait pas l'affaire de l'Amérique. Et puis deuxièmement, il a demandé à la Chine, évidemment, de cesser tout commerce avec la Russie, de cesser de lui livrer des composants entrant dans la fabrication de ses armes, parce qu'évidemment, selon le nouveau leitmotiv permanent qu'on nous sert toute la journée, en espérant que ça va rentrer dans nos cerveaux mous, la Russie menace l'Europe, menace militairement l'Europe, et donc si la Chine l'aide, eh ben, la Chine aussi, du coup, devient une menace, n'est-ce pas? Et en tout cas, un empêcheur de tourner en rond pour nos projets anti-russes. Donc, on a cette double demande. Le ministre chinois des Affaires étrangères a été assez net. Il a expliqué que les facteurs négatifs de la relation sino-américaine continuaient de s'intensifier, alors que les États-Unis piétinaient les droits légitimes de la Chine au développement, qu'ils n'avaient pas l'intention de changer leur comportement, en tout cas que ce n'était pas l'Amérique qui allait leur dicter ce qu'ils produisaient ou pas, ou avec qui ils commerçaient ou pas. C'est un État souverain. Donc en fait, si vous voulez, c'est lunaire. Les États-Unis croient qu'ils peuvent demander aux Chinois de ne pas les surclasser commercialement, en gros. Hein, on arrive à ça. Et en même temps, spécialité qui dépasse manifestement le cadre de l'Hexagone, ils peuvent en même temps inonder Taïwan d'armes, fomenter sa déstabilisation, intriguer avec les Philippines et la Corée du Sud pour que leur posture d'hostilité se renforce vis-à-vis de Pékin. C'est un peu les nouveaux proxys actifs américains dans la région, qui ont pourtant tout à y perdre, à se mettre la Chine à dos, enfin bon, comme l'Ukraine d'ailleurs. Enfin bref, tout ça est complètement lunaire. On se demande sur quelle planète vivent les responsables américains. Bon, la Chine l'a senti venir, hein, le coup de « on va vous sanctionner si vous ne faites pas ce qu'on vous dit ». Ça fait des mois qu'ils achètent à tire-larigot des stocks d'or, qu'ils se préparent. Mais de toute façon, c'est pas ça qui va... qui va changer leur posture, si vous voulez. C'est assez drôle d'ailleurs que les États-Unis souhaitent en fait limiter le libre-échange maintenant qu'il ne va plus dans leur sens. C'est assez étonnant. Mais au-delà de cela, et de cette visite pathétique, d'ailleurs comme celle de Janet Yellen quelques semaines auparavant, qui était aussi venue demander à la Chine un certain nombre de choses dans le domaine financier, etc., qui s'est fait renvoyer aimablement dans ses buts de la même manière. Si vous voulez, enfin, je ne sais pas, pour moi, c'est complètement c'est schizophrénique. C'est-à-dire, on dit que la Chine est l'ennemi, on dit qu'il faut que Taïwan se sépare d'elle, on essaie de déstabiliser, déstabiliser toutes ces approches maritimes, on la critique dans son lien avec la Russie, on la critique à tout point de vue, et puis en même temps, on vient lui demander de bien vouloir limiter ses productions commerciales. Voilà, si c'était pas aussi ridicule, si c'était pas aussi tragique, plutôt ce serait ridicule. Bref, en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, il y a quand même une idée américaine. Et l'idée américaine, assez pathétique, et surtout vouée complètement à l'échec, c'est de découpler la Chine de la Russie, mais aussi de monter l'Europe contre la Chine. Et là, on en revient au projet qui est de plus en plus mis en œuvre de notre affaiblissement, auquel nous consentons d'ailleurs
largement. Et donc il s'agit voilà, de faire ce découple la Chine-Russie, et puis derrière, de tellement, comment dirais-je, polariser négativement la Chine, que les Européens en viennent, comme pour la Russie finalement, à se joindre à des sanctions américaines et à le faire d'ailleurs en grand, parce que nous on fait toujours les choses en grand, avec toujours les mêmes vieilles recettes. Si vous voulez, c'est toujours le même syllogisme au plan du raisonnement, c'est-à-dire la Russie est le mal pur. Si vous ne le saviez pas, je vous le redis, la Russie, c'est Satan. Satan sur terre incarné. Enfin, c'est Vladimir Poutine, mais enfin, le pays entier, les Russes, la musique russe, la culture russe, l'histoire russe, tout ça, c'est le mal, en fait. C'est le pôle noir du monde. Bon. Elle menace la sécurité de l'Europe. Vladimir Poutine veut attaquer les pays européens, bien sûr, bien sûr. La Chine aide la Russie en lui vendant des composants qui entrent dans la fabrication de ses armes, avec lesquelles elle est d'ailleurs stratégiquement, pour l'instant, en position de supériorité militaire inégalée. Enfin ça, on ne le dit pas trop parce que ça nous rend fous et ça pourrait inquiéter nos populations qu'on lance dans la guerre. Donc, la Chine, par capillarité, si j'ose dire, devient elle aussi part de cet axe du mal pur. Et elle finit par menacer l'Europe, peu ou prou, elle aussi. Et à partir du moment où elle menace l'Europe, on ne peut plus commercer avec Pékin de la même manière, parce que c'est aider la Russie, donc c'est aider le diable. Voilà. C'est mignon, c'est pour les enfants de moins de 6 ans, on pourrait illustrer, faire un petit livre. Mais voilà. Donc l'Europe, à la fin, n'a d'autre choix que de se joindre aux éventuelles sanctions ou mesures de rétorsion ou d'intimidation de Washington. Et voilà le travail. Voilà comment on arrive à définitivement écarteler, si vous voulez, les différentes pièces du grand puzzle eurasiatique dans lequel nous devrions pourtant, en tant qu'Européens et même en tant que France, avoir toute notre place. Donc les Européens sont de nouveau piégés et leurs dirigeants serviles piègent leur peuple. Alors quand même, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, on a un peu de temps, c'est ces dirigeants, nos dirigeants, pas seulement en France, partout en Europe, sont-ils de purs cyniques ou juste des crédules, voire des gros naïfs? C'est un peu l'éternelle question. Jusqu'à quel point ne s'auto-intoxique-t-il pas? Parce que devant tellement de signaux, tellement de preuves que le réel n'a rien à voir avec ce qu'il raconte et qu'il faudrait au contraire se cabrer face aux oukases débilitants américains, devant tous ces signaux, le fait de manifestement ne rien voir et de continuer à aller vers le précipice, ça reste un mystère. Alors évidemment, on peut identifier certaines choses. Il y a des mécanismes de contrôle mental des masses, tout simplement, et c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire on culpabilise le citoyen, l'électeur, on décrédibilise son bon sens, son sens critique, on le neutralise si vous voulez, et on lui explique que non, il n'a pas besoin de réfléchir, c'est tellement clair. Et ce qui est tellement clair, c'est qu'il doit se soumettre à un impératif moral évident, c'est-à-dire l'Ukraine gentille, la Russie méchante, et que donc, donc il faut soutenir la guerre. Il faut soutenir la guerre, même si la crise est ici, même si ça ne nous rapporte rien, même si c'est dangereux, même si ça ne sert à rien, même si on aide en fait à tuer de facto des centaines de milliers d'Ukrainiens. Bon, voilà, Poutine, c'est le mal absolu. Donc, vous ne pouvez plus exercer votre esprit critique. Il n'y a qu'à voir. Ça doit vous arriver à tous d'être dans des dîners, des réunions, je ne sais pas, n'importe quoi, de prendre un café, de vous rendre compte des limites de fait, désormais, de tout discours, de toute conversation un peu normale, un peu développée, un peu évoluée, même avec des amis parfois.
C'est triste, c'est terriblement triste, mais c'est très 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 puissant ces mécanismes de contrôle de masse. Et donc on contrôle ça avec un narratif, avec des médias aux ordres, enfin tout ce qu'on voit, tout ce qu'on expérimente. Et il est hors de question d'aller écouter ce que la Russie a à dire. D'ailleurs, vous n'entendez quasiment jamais, je ne sais pas si ça vous a frappé, vous n'entendez jamais les déclarations des responsables russes. C'est quand même embêtant, non? C'est quand même un pays qui, soi-disant, nous veut du mal, veut écraser l'Europe, dominer l'Europe, envahir peut-être bientôt l'Europe. On va bientôt prononcer le nom, j'en suis sûre. Et on ne s'intéresse jamais, on n'explique jamais, on ne laisse même pas entendre au public les déclarations des responsables russes, déjà le premier d'entre eux, le président Poutine, et puis, je ne sais pas moi, son ministre des Affaires étrangères, son porte-parole, le porte-parole du Kremlin, Peskov, ou Zakharova, qui est la porte-parole de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Tout ça, niet. On ne veut pas que vous écoutiez, parce qu'on ne sait jamais. Vous pourriez peut-être comprendre quelque chose. Vous pourriez peut-être faire des liens, vous pourriez peut-être vous poser quelques questions et vous demander si c'est bien aussi simple que ce qu'on vous a vendu. Voilà, on vous vend de la lessive en fait. On vous vend la vérité sur ce conflit comme une lessive. Bon, donc voilà, la seule solution en fait, c'est la mort collective, consentie, heureuse, joyeuse, jubilatoire, dans laquelle évidemment on ne vous dit pas non plus que l'Europe n'a aucune chance, c'est-à-dire que on va au choc frontal, on attend que Poutine réagisse, qu'il réponde à une provocation, bientôt ce sera le pont de Crimée, bientôt ce sera autre chose, mais on ne nous explique pas qu'on n'a aucune chance, qu'on est juste un microbe militaire face à la force russe qui s'est reconstituée à cause de nous, à cause des sanctions, à cause de cette provocation qui a été faite en Ukraine contre la Russie et dans laquelle elle a fini par entrer, par répondre. Voilà. Donc, processus de prise de contrôle mental qui marche et qui explique tous les plateaux absolument débilitants, navrants, confondants de bêtises et de mensonges qu'on subit depuis 2 ans sur l'Ukraine et d'ailleurs depuis 6 mois sur le Moyen-Orient parce que c'est guère mieux. Ça dessine cette réalité alternative que le citoyen doit embrasser et qui doit le conforter dans son obéissance, en fait, permettre son obéissance. Bon. Mais les élites, elles, parce qu'on comprend comment on peut faire en sorte que les masses avalent, mais si vous êtes sur Paix et Guerre, c'est que vous n'avalez pas, et que vous avez compris qu'il y avait quand même d'autres choses à voir et à ressentir de la réalité internationale. Mais les élites, elles, est-ce qu'elles y croient? Est-ce qu'elles croient à toutes ces balivernes? Et jusqu'à quel point? Parce qu'elles sont quand même censées être informées, en tout cas pouvoir s'informer. Moi-même, je m'informe de manière totalement ouverte. Donc vous imaginez, quand vous êtes dans l'État, avec tous les services, avec tout l'appareil de renseignement que nous avons, on ne manque pas d'informations sur ce qui se passe réellement dans ce conflit tout de même. Bon. Donc pourquoi préfère-t-on en fait le suicide collectif à la survie? Parce que ça revient un peu à ça. Parce que si vous regardez, sans même parler de culture, de spiritualité, d'histoire, de sécurité, le lien économique entre l'Europe, l'Union européenne et la Russie est tellement évidemment vital, évidemment nécessaire, évidemment indispensable à notre prospérité et à notre sécurité, évidemment, que cette incapacité que l'on a à s'affranchir des ordres américains paraît incompréhensible. Par exemple, comment les Allemands ont-ils pu, sans mot dire, laisser exploser Nord Stream 2 et finalement désindustrialiser, effondrer l'économie allemande durablement? L'Europe veut-elle se suicider à la fin? Vous voyez, c'est un peu le joueur de Hamel, vous savez, avec ces troupeaux de rats là qui suivent un joueur de flûte qui les charme en fait, mais qui les emmène au précipice, qui les emmène à la mer, qui les emmène se noyer. Voilà. Ou alors, est-ce que, et parfois je me le demande, est-ce que nos responsables politiques
nationaux et européens, ne seraient pas en train de croire qu'il est possible de rebasculer le monde dans l'autre sens. C'est-à-dire, moi, je vous ai expliqué, et j'explique depuis des années, plus largement, la bascule du monde, c'est-à-dire le changement de portage, le changement de poids, de point, en fait, de gravité, de centre de gravité de l'économie, de la politique mondiale. Mais peut-être qu'on croit qu'on peut revenir en arrière. On en est bien capable, vous savez, on en est bien capable. Et que donc tout cela n'est qu'une phase, qu'il faut tenir le choc, et qu'on va finir par anéantir la Russie, par la démembrer, par la piller, par mettre la Chine au pas, par obtenir ce qu'on veut, et par vivre de nouveau dans ce merveilleux monde unipolaire, post-guerre froide, qui nous a tellement plu pendant 10-12 ans, et qui correspondait à notre vision de nous-mêmes et à notre sentiment naturel de supériorité, il faut bien le dire. Donc, est-ce qu'on croit que c'est possible? Est-ce qu'on croit que les 8/10 de la planète, qui sont en train de se liguer contre un Occident déliquescent à tout point de vue, vont s'accommoder de ce retour à l'unipolarité américaine et repasser sous notre joug, n'est-ce pas? Et tout ça et la France va revenir en Afrique comme au bon vieux temps des colonies et même de la décolonisation, et tout ça va bien se passer, ça va être formidable, on va nous aimer de nouveau, etc., etc. Un enfant de 5 ans peut comprendre que c'est impossible, que c'est un rêve, c'est un fantasme, et qu'il faut travailler avec les équilibres tels qu'ils sont, et donc cesser de jeter de l'huile sur le feu de la conflictualité mondiale, rechercher des accords, rechercher des harmonies, diraient peut-être les Chinois, mais sans aller jusqu'à l'harmonie, en tout cas des apaisements. Voilà. Bon, je suis désolée, je continue de hurler dans le désert, mais si vous m'écoutez, de toute façon, vous y aurez droit. Voilà. Ou alors, il y a une autre hypothèse pour expliquer cette folie, c'est que nos dirigeants savent que c'est perdu, savent qu'on est mort, savent que l'Occident c'est fini. Voilà, c'est pas Capri c'est fini, c'est l'Occident c'est fini. Bon, mais le rythme électoral de nos démocraties tellement abouties, tellement fabuleuses, fait qu'ils peuvent espérer passer entre les gouttes finalement, et ne jamais devoir se poser la question qui devrait pourtant être celle qui les taraude nuit et jour, celle de l'intérêt national, l'intérêt de notre pays, l'intérêt de la France, mon sang. Voilà, pardonnez-moi de jurer, mais enfin tout de même. Et donc, ils se disent peut-être que la pente du chien crevé au fil de l'eau, c'est pas une belle image, mais c'est bien ça pourtant, c'est-à-dire la pente que prend l'Europe vers la fédéralisation, même si on ne le dit jamais comme ça, mais enfin c'est ce qui est en train de se passer. Donc la transformation de l'Europe en ensemble fédéral va lui donner finalement une chance de passer elle-même à une masse critique stratégique pour compter dans ce nouveau monde, et que donc faut tenir la distance, faut pas se démoraliser. Bon. Tout ça est complètement chimérique. Ça n'est pas parce qu'on est nombreux qu'on est puissant ou qu'on est influent. L'Europe est le parfait exemple de cela. Nous, on est riches, mais de moins en moins, mais on n'est certainement pas puissant. Et de moins en moins influent aussi. Voilà, et même vraiment de moins en moins. Bon, donc tout ça est chimérique. La réalité, c'est que Washington nourrit l'instabilité globale, se sert pour cela de l'OTAN, donc en croyant pouvoir ainsi maintenir sa préséance, sa dominance, se sert pour cela de l'OTAN, des Européens et de l'Ukraine, naturellement, juste pour affaiblir le grand rival ultime désormais bien identifié, chinois, et l'isoler, pour commencer, de la Russie, qui est un inépuisable réservoir de ressources, de matières premières et de compétences humaines. C'est aussi pour ça qu'on nous a coupé le gaz, si j'ose dire, en Europe, parce qu'il faut couper l'Europe de la Russie et la Russie de la Chine. Voilà, c'est assez simple. Hein.
c'est géographique. Il suffit de prendre une carte pour comprendre vraiment ce dont je veux parler. Le problème, c'est que les États-Unis sous-estiment complètement la force de la convergence qui est en cours, notamment entre la Russie et la Chine, même si elles ont des rivalités et des intérêts différents aussi, bien sûr, sur certains points. Mais ils sous-estiment quand même cette convergence et ils sous-estiment la défiance, l'esprit de, non pas de vengeance, mais de « c'est mon tour », si vous voulez, de ces deux grands pays, ces deux grands États, vis-à-vis de l'arrogance et des humiliations de Washington qu'ils ont dû endurer pendant trop longtemps. Trop longtemps. Vous savez, il y a un moment, c'est comme dans les relations humaines, il y a un moment où ça suffit. Voilà, c'est le stop. Donc, les États-Unis ne veulent pas estimer cela à son juste poids. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. Donc là, ils viennent quand même de livrer secrètement, sans en faire trop état, mais évidemment ça s'est su, des missiles, après avoir dit que c'était hors de question, des missiles de longue portée à l'Ukraine. Ce qui ne peut évidemment qu'envenimer la situation. Comprenez bien, quand vous faites ça, et puis que vous allez voir votre homologue, ministre chinois des Affaires étrangères, et que vous lui dites, oui, il faut arrêter de livrer des composants pour la fabrication des armes russes, mais qu'est-ce que vous voulez bien qu'il vous réponde? C'est totalement... il va vous dire, oui, et vous, que faites-vous là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous? Bon. Ensuite, les Américains continuent à pousser aussi, à raviver le débat et les discussions autour de la mise en place d'armes nucléaires en Europe, avec les Polonais qui sont super contents, etc., pour que ce soit naturellement les Européens qui soient en première ligne, parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains n'ont aucunement l'intention d'être la cible de ripostes russes, dans le pire des cas, qui sont un cas nucléaire. C'est tellement ridicule que ça devient pathétique. C'est la même chose pour la saisie des avoirs russes en Europe. Je vous ai expliqué la semaine dernière. Un petit 10 milliards aux États-Unis, un petit 300 milliards en Europe. Donc c'est encore nous que ça concerne, cette histoire. Et c'est sur nous que Washington fait pression pour qu'on se montre intraitable vis-à-vis des Russes et qu'on se plante, évidemment. Qu'on se plante, parce que qu'est-ce qui va arriver? Bon, la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, qui s'appelle Valentina Matvienko, vient de rappeler tout de même que si les Européens s'emparaient des avoirs russes, et même simplement des intérêts sur ces avoirs, cela détruirait l'économie mondiale et surtout l'économie européenne. Enfin, un petit coucou, vous comprenez ou pas? Bon, les États-Unis travaillent en fait à rendre l'Europe non compétitive. C'est quand même, c'est tellement clair, qui ne comprend pas, qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas compréhensible là-dedans? Ça m'agace. Donc voilà, on a déjà plus de gaz, cheap, pas cher, et on va devenir, si on fait ça avec les avoirs russes, on va devenir un désert pour les investissements étrangers. Donc, on va favoriser la défiance internationale vis-à-vis de l'Europe. Enfin, c'est une folie douce, voilà. Mais c'est la rage qui nous motive. C'est la rage, c'est ça le problème. C'est quand les moteurs de l'action sont mauvais, la haine, la rage, la fureur, la vengeance, etc., on peut arriver à faire de grosses bêtises. Et donc, on s'appuie là-dessus pour seconder notre rage, pour appuyer notre rage et les mesures qu'elle nous inspire. Eh bien, le grand truc, voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que la Russie, il faut installer dans les esprits l'idée que maintenant, c'est plus la Russie contre l'Ukraine, ou la Russie contre l'OTAN même, c'est la Russie contre l'Europe. La Russie veut du mal à l'Europe. La Russie veut peut-être attaquer l'Europe, carrément, attaquer le sol de l'Union européenne. Alors, mon avis, moi, c'est qu'elle n'en a ni besoin, ni envie, qu'elle n'y a pas intérêt du tout. Après, elle en a peut-être de plus en plus les moyens, mais là encore, il faudrait peut-être se poser quelques questions sur la manière dont on favorise sans arrêt le renforcement en fait de la Russie. C'est fascinant.
Donc nous aurions, si ça devait arriver, nous aurions tout fait pour. Bon, parce que effectivement, la Russie, comme d'ailleurs la Chine, sont de grands acteurs désormais assez désinhibés, si vous voulez, face au niveau d'agressivité que l'Occident montre à leur égard. La désinhibition, les tabous, les précautions, tout ça, voilà, et la confiance, tout ça, l'inhibition, pardon, pas la désinhibition, l'inhibition, tout ça a disparu, ils sont désinhibés. Et en plus, sur le théâtre ukrainien, ils sont en position de force, il ne faut quand même pas l'oublier. Vous avez le ministre russe de la Défense, Shoigu, qui a dit très récemment, la Russie a dissipé, a fait s'évanouir le mythe de l'invincibilité américaine, de la supériorité occidentale, et a pris l'initiative en Ukraine. La ligne de front ne peut pas être uniformément tenue par les forces de Kiev, c'est le moins qu'on puisse dire, du fait du haut potentiel de combat russe, et que l'Europe, certes, essaie face à cette situation, en fait, de justifier la poursuite de l'agressivité, c'est-à-dire la mise en place des exercices, des manœuvres. Il y a des manœuvres gigantesques, presque permanentes, à vrai dire, de l'OTAN. Ça va jusqu'à 100 000 hommes. Hein. Les dernières, c'était 100 000, enfin 90 000. Des chars, des véhicules blindés, etc. Tout est fait pour poursuivre le harcèlement, si vous voulez, la pression. Et Shoigu a dit, et c'est ça qui est embêtant, cette agressivité, donc de l'OTAN, exige que la Russie prenne des mesures adéquates. Alors, quelles seront les mesures adéquates ? On attend de voir. Les Européens, en fait, ne comprennent pas qu'ils sont en train d'être durablement affaiblis, non par la Russie, mais par Washington, mais par l'Amérique. Parce qu'on est incapable de faire mentalement ce décollage entre nos intérêts et ceux des Américains, sous prétexte que nous sommes alliés, ce qui est tout à fait possible d'être alliés. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des jumeaux, ça ne veut pas dire qu'on est des copies conformes, ça ne veut pas dire que nos intérêts sont les intérêts américains, certainement pas, et de moins en moins, à vrai dire. Et certainement pas au niveau géopolitique immédiat, vu la marche du monde. Bon, quant aux sanctions, vous savez que c'est un désastre, ça on l'a déjà dit. Elles enrichissent Moscou, le pétrole, le gaz, tous les circuits alternatifs, les clientèles alternatives, la consolidation des BRICS, l'influence qui se développe en Afrique, en Amérique latine, et puis aussi le boomerang dans le secteur bancaire de ces sanctions, parce que les banques russes ont été sanctionnées. Donc, en Russie, il y a néanmoins encore des banques occidentales, et notamment beaucoup de banques allemandes, une banque autrichienne qui fait énormément de volume d'affaires, une banque espagnole, enfin il y a une petite dizaine de banques européennes qui travaillent très très bien en Russie, et elles travaillent tellement bien qu'elles ont fait 3 milliards de bénéfices, et que donc elles viennent de payer 800 millions d'impôts qui vont dans le trésor russe. Le trésor du diable qui attaque la malheureuse Ukraine et derrière veut manger l'Europe. Bon, donc, si vous voulez, la réalité d'un monde interdépendant économiquement et financièrement, c'est qu'il est en fait très compliqué d'imposer une forme d'unilatéralité de sanctions. Parce que immanquablement, non seulement vous avez des circuits de contournement, mais en plus, vous avez du coup d'autres acteurs qui, sur d'autres plans, sont handicapés. Vos propres acteurs, à vous, nationaux, sont handicapés. Là, ils ne sont pas handicapés parce qu'ils ne font pas de business, ils sont handicapés parce qu'ils ont pris tout le business des banques russes, et du coup, ils sont bien obligés de payer des impôts s'ils veulent continuer d'opérer en Russie, et comme ils le font, c'est la Russie qui s'enrichit. Vous voyez ? Bon, vous me direz... 800 millions de dollars, c'est pas grand-chose, mais enfin tout de même, un pays qu'on prétendait mettre à genoux, c'est important. Donc voilà, on voit bien toute l'inanité en fait de nos raisonnements. Tout est comme ça, voilà. C'est des systèmes de vases communicants. C'est pour ça que
faudrait donner la prime au dialogue, ça coûterait peut-être beaucoup moins cher. Mais nous ne pouvons pas donner la prime au dialogue parce que nous sommes des anti-russes. Nous sommes tous devenus des anti-russes primitifs, que c'est une impasse manifeste, mais qu'on ne veut pas en sortir. Le Parlement européen, rendez-vous compte, vient de refuser de reconnaître que l'élection présidentielle russe était légitime. Voilà. Donc Vladimir Poutine n'est pas le président légitime de la Russie aux yeux des parlementaires européens. Ça vous en dit long sur le niveau de déni de la réalité. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, moi je vous le dis. Donc, on poursuit, et les États-Unis poursuivent le projet de cette espèce d'OTAN mondiale qui aurait légitimité à agir finalement partout sur la planète, mais qui est en fait l'armature de contrôle, non seulement militaire, mais politique américain sur le monde. Donc, là aussi, ils vont avoir affaire à forte partie. Le ministre russe des Affaires étrangères a aussi fait des déclarations récemment sur le fait que l'Occident cherchait en fait juste à gagner du temps en Ukraine, n'avait pas du tout l'intention de s'arrêter, ne voulait absolument pas la paix, même lorsque Kiev sera défaite. Donc en fait, il pointe notre irrationalité, si vous voulez, et le double discours. Il s'agit de désarmer, il s'agit de se surarmer pour l'Amérique et de désarmer les autres par la menace, par l'intimidation, et même, pourquoi pas, au point de faire monter le risque d'une guerre nucléaire. Et de démanteler, bien sûr, méthodiquement, et ça c'est un point sur auquel je tiens beaucoup, parce que pour moi c'est le socle du renouveau d'une sécurité véritable en Europe. En fait, depuis les années 2000, ce sont les Américains qui ont démantelé progressivement tous les accords qui étaient des accords de limitation des armements entre l'URSS, puis la Russie et l'Amérique, les accords START, enfin tous ont été peu ou prou affaiblis, démantelés, les États-Unis les ont quittés, etc. Donc si vous voulez, toutes les structures de la sécurité européenne, mais aussi mondiale du fait de la dissuasion nucléaire, héritées de la guerre froide, ont disparu. Et ça va être quand même un grand chantier de l'après-guerre, et même peut-être de la négociation sur la paix en Ukraine. Je pense que ça devrait être lié. Voilà. Quant enfin au dernier responsable russe que je citerai, Dmitri Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, lui, il a dit que la Fédération de Russie ne constituait une menace pour personne en Europe, comme ça il l'a dit, c'est dit, bon après si on ne veut pas le croire, c'est un autre sujet, mais qu'il espérait que la réciproque était vraie, avec toujours ce petit humour grinçant. Il a dit que le Parlement européen il a observé après cette décision du Parlement européen, il a rappelé que le Parlement européen avait longtemps fondé son action sur une forte russophobie et s'est transformé désormais avec cette déclaration sur l'élection présidentielle en une machine à déclarations enragées et contradictions internes. Et il a rappelé que de toute manière, l'opération militaire spéciale ou la guerre, puisque maintenant la Russie parle de guerre, se terminera tôt ou tard par un succès pour la Russie. C'est bien possible, c'est même probable, parce que cette course à l'usure finalement et au bluff entre les Russes et les Américains, pour l'instant, conduit à... Enfin, quand on regarde le terrain, c'est Moscou qui clairement a la main. Voilà, c'est Moscou qui clairement a la main. Et alors, que se passe-t-il face à cette déroute manifeste que j'aimerais bien voir nos experts de plateau et nos généraux de plateau un jour admettre? Il semblerait que des pourparlers, donc dans ce contexte, en ce moment même, il semblerait que, et c'est Zelensky lui-même qui l'a dit, le président Zelensky, qu'il y ait des pourparlers avec les États-Unis pour faire un accord bilatéral, un peu du genre de celui que la France a follement signé il y a quelques mois, un accord bilatéral de garantie de sécurité pour l'Ukraine.
avec un volet financier, un volet politique, un volet économique, un volet militaire, la production conjointe d'armement, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est que cet accord bilatéral permettrait de se substituer à une adhésion formelle à l'OTAN, puisqu'il a quand même été dit clairement à Kiev que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, certainement pas en 2024, et certainement pas au sommet de l'OTAN là, de Vilnius de juin. Donc il faut un lot de consolation, si j'ose dire, mais un lot de consolation dûment pesé, dûment calibré, et c'est un moyen, en fait, je pense, que les États-Unis ont trouvé pour faire en sorte que Zelensky, quand il va devenir évident, au vu de la situation militaire sur le terrain, même si ça l'est déjà, mais enfin bon, qu'il faut négocier, il faut éviter que Zelensky ne finisse par finalement accepter une reneutralisation de son pays, ce qui est la demande russe, claire. Et donc, il faut pas qu'ils acceptent de la part des Russes, il ne faut pas que les Ukrainiens acceptent de la part des Russes une clause de neutralité définitive. Voilà, les États-Unis ne veulent pas non plus se mettre dans un truc qui les contraindrait trop, notamment à mettre des troupes sur le sol, mais on voit bien que ce qui est en cours, là, ce qui est en jeu, c'est que l'effondrement arrive, l'effondrement se profile, et qu'il faut trouver un moyen de garder finalement l'Ukraine dans le camp occidental, d'une manière ou d'une autre, en lui donnant ces garanties-là. Bon. Et puis ça permet aussi, alors ça du point de vue de Zelensky, évidemment, ça permet de coincer, et d'ailleurs des Américains aussi, je pense, des démocrates, ça permet de coincer un Donald Trump s'il devait revenir au pouvoir. C'est-à-dire il sera pris au piège de cet accord. Donc soit il pourra le dénoncer, alors là ce sera encore autre chose, soit il sera obligé de le mettre en œuvre. Donc, est-ce que c'est un bon signe? Est-ce que c'est un mauvais signe? C'est peut-être un signe que le niveau de lucidité américain augmente sur la réalité de la situation militaire, sur le fait qu'ils vont pas, que ça va pas porter les fruits attendus, et en tout cas pas affaiblir suffisamment la Russie, qu'il va falloir donc négocier à un moment donné et qu'il faut trouver un moyen pour garder l'Ukraine dans notre camp. Voilà. Bon. Mais pour l'instant, c'est en train de se faire, ça va peut-être se signer. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on livre des ATACMS, c'est les missiles de longue portée. Donc, on nourrit plutôt la guerre que l'idée d'une négociation. On nourrit la surenchère. Bon, voilà. Les États-Unis viennent d'ailleurs d'acheter 81 vieux avions soviétiques au Kazakhstan pour rien, pour une bouchée de pain, pour quelques millions de dollars. Des Sukhoi 24, des MiG de 31, 37, 29, pardon. Pour pouvoir les réparer un peu et les faire voler, puisque le problème, c'est la vulnérabilité du territoire ukrainien en matière de défense aérienne face à la Russie, et que donc ça pourrait être une solution. Peut-être que ce sera plus facile pour les Ukrainiens de s'entraîner sur ces avions-là que sur des F-16. Mais pendant ce temps, la Russie, elle avance, et elle avance surtout dans l'Est, dans le Nord-Est, et elle avance en direction de Kharkov, et les analystes militaires pensent que l'idée russe de manœuvre, c'est quand même de parvenir à créer une zone sanitaire de plusieurs dizaines de kilomètres de large, c'est-à-dire une zone tampon en fait, qu'avait évoqué Vladimir Poutine, j'en avais parlé dans une précédente émission, dans la région de Kharkov et peut-être à d'autres endroits d'ailleurs sur le front. De toute façon, face à eux, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand-chose, il y a un vrai problème de force humaine, enfin de soldats, si vous voulez. Les Polonais, dans leur grande bonté, ont expliqué qu'ils étaient d'accord pour expulser les Ukrainiens, pour les envoyer au front. Bon, c'est très humain, n'est-ce pas ? Jusqu'au dernier Ukrainien, c'est absolument monstrueux. On est quand même dans une inversion des valeurs
totale. On prétend aider un pays, en fait, on envoie sa population au casse-pipe. Voilà. Et plus on fournit d'armes, plus ça va être le cas, puisque le renversement du rapport de force n'est pas envisageable et n'est même pas envisagé par les stratèges occidentaux. Voilà, bon, écoutez, l'OTAN porte de toute façon une responsabilité directe dans cette crise, le ministre chinois des Affaires étrangères l'a redit, et c'est d'autant plus tragique tout ça, et je m'approche de ma conclusion, que Die Welt, le journal allemand, s'est procuré un exemplaire du traité négocié par Kiev et Moscou au tout début de l'opération militaire spéciale, et donc c'est un document qui date du 15 avril 22, et là, en vertu de ce document, Kiev avait accepté de rester neutre, de ne pas recevoir, produire ou acquérir d'armes nucléaires. Elle recevait des garanties de sécurité de la part des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de la Chine. Bon, il y avait le problème de la langue russe, puisque les Kieviens, évidemment, ne voulaient pas que la langue russe devienne la seconde langue officielle du pays. La Crimée restait à la Russie. Une partie du Donbass allait à la Russie, puisqu'à l'époque, ça n'en faisait pas partie. Il n'y avait aucune... Voilà. Donc, en fait, on se rend compte, quand on lit ce document, qu'on était à 2 pas de ce qu'on ne pourra plus jamais espérer d'un accord aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un accord extrêmement favorable à l'Ukraine et qui aurait évité tout ce désastre humain, militaire, économique, industriel, enfin ce pays en ruine, ce pays ravagé, en fait aurait pu ne pas l'être au bout d'1 mois et demi de l'opération spéciale. Voilà. Pourquoi l'a-t-il été ? Eh bien, parce que les États-Unis et l'Amérique et l'Angleterre ont dépêché Boris Johnson pour expliquer que le sujet, c'était bien sûr de faire la guerre et pas la paix. Voilà. Bon. Donc, je terminerai... Voilà, c'est la défaite stratégique de la Russie. Je terminerai ce gros morceau sur la guerre en Europe par un tout petit clin d'œil qui vous fera peut-être rire. Le Wall Street Journal vient de publier un article dans lequel il est dit que les services américains de renseignement sont arrivés à la conclusion, dis donc, incroyable, qu'Alexeï Navalny n'avait pas été tué par Vladimir Poutine. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez encore, c'était il y a peu de temps, il y a 2 mois, du cœur des vierges, n'est-ce pas ? Du cœur des vierges sur les plateaux français sur le thème « Poutine a fait assassiner Navalny, Poutine est le meurtrier de Navalny, Poutine ». Bon, ben maintenant les services américains nous disent que pas du tout. Voilà. Donc, vigilance, bon sens, esprit critique, quand on vous serine, quand on vous étouffe sous une vérité soi-disant et une évidence, il faut se méfier hautement. Bon, je ne peux pas terminer totalement sans faire une toute petite incursion au Moyen-Orient pour vous dire, que la Chine s'implique, comme d'ailleurs la Russie. Alors évidemment, on le leur reproche, Israël le leur reproche, etc. Mais c'est quand même très important. La Chine a reçu récemment des représentants du Hamas et de l'autorité palestinienne, l'idée étant peut-être de parvenir à une forme de réconciliation et pourquoi pas à faire entrer le Hamas au sein de l'autorité palestinienne. Bon, et ça je pense quand même qu'il faut s'en réjouir parce qu'il faut retrouver un minimum d'équilibre politique entre les différentes factions palestiniennes. Israël a souhaité et cherché, et elle n'a pas eu beaucoup de mal, parce que de toute façon, il y avait de telles rivalités, un tel éclatement, à chercher à éclater justement cette résistance palestinienne, en montant notamment le Hamas contre l'autorité palestinienne. Mais il est temps peut-être de passer à autre chose, vu le désastre sur le terrain humain, militaire, économique. Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, a fait une déclaration importante que je vous livre telle qu'elle.
Israël mérite de vivre dans un environnement de sécurité totale. C'est Mahmoud Abbas qui parle. Il est de notre devoir de garantir cela. Et nous, en tant que Palestiniens, nous avons le droit d'obtenir l'autodétermination en tant qu'État indépendant. C'est une déclaration de Mahmoud Abbas. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que l'autorité palestinienne est en train de reprendre de la valeur ajoutée dans le contexte de cette impasse politique et militaire pour Israël qui est de plus en plus claire. Ça n'empêche pas Benyamin Netanyahou de poursuivre sa politique jusqu'au boutiste, de dire ou de faire dire que Rafah sera bientôt envahi, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire. Il y a cette évolution quand même dangereuse de l'électorat juif démocrate américain que l'administration Biden comprend de plus en plus et donc essaie de ménager un peu la chèvre et le chou entre un soutien à Israël mais en même temps une compréhension de la dimension épouvantable humaine de l'action militaire de Tsahal à Gaza. Voilà, c'est assez compliqué du côté américain. À mon humble avis, tant que les opérations militaires sous leur forme actuelle, c'est-à-dire avec totalement disproportionnées, avec des pertes humaines de civils innocents dans des masses inimaginables, tant que ça ne cessera pas, je pense que les otages vont rester, pour ceux qui sont encore vivants, vont rester à Gaza, et que le désaveu grandissant d'Israël, qui a embrasé le monde entier en fait, et de plus en plus d'universités aux États-Unis, mais aussi en Europe, jusque chez nous, avec tous les excès et tous les délires associés chez nous. Mais néanmoins, on comprend bien qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui justement ne peuvent plus voir ce qu'elles voient, si vous voulez, de ce qui se passe à Gaza. Et même d'ailleurs, dans certains milieux juifs, il y a un rejet de la façon dont Israël exerce son droit à se défendre, pour reprendre l'expression consacrée. Donc tout ça sinon va se poursuivre et va peut-être même s'amplifier. Je ne vois pas pourquoi ça diminuerait, surtout dans la perspective de l'élection américaine. Il faut savoir aussi que la Cour pénale internationale, il s'est dit qu'elle envisageait d'inculper Benyamin Netanyahou pour ses actions à Gaza. Évidemment, il a demandé, ça l'inquiétait, il a demandé aux États-Unis, à Washington et à Biden lui-même de faire pression, ce qui, je crois, a été fait. Mais tout ça est un contexte, tout ça est un environnement, tout ça est une ambiance extrêmement délétère, extrêmement dangereuse. L'Iran a manifestement, pour l'instant, je dis bien, grâce à sa riposte du 13 avril, remis un peu, j'allais dire, de calme. Tout est relatif parce que ça se poursuit au Liban Sud, enfin, on est quand même en plein conflit, mais en tout cas, l'escalade qui était en cours avec Israël au 1er avril et la réplique iranienne le 13 retombe pour l'instant, et ça c'est aussi quand même une bonne nouvelle. Donc voilà, il faut souhaiter que en Europe comme au Moyen-Orient, des gens intelligents, des gens qui ont compris la dangerosité et les possibilités de dérapage de l'ensemble de ces conflits prennent la mesure de leurs responsabilités et fassent pression sur tous les acteurs, hein, pas que les uns et pas les autres, tous les acteurs, pour arriver désormais à faire retomber le niveau de conflictualité mondiale à des seuils normaux. Parce que ça existera évidemment toujours. Nous ne sommes pas au pays des rêves bleus de oui, oui. Je terminerai sur ce petit trait d'humour. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si cette émission vous a plu, likez, partagez. Soutenez-nous si vous le souhaitez via Tipeee. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.